Bonjour et bienvenue dans ce troisième volet dédié à la macro. Comme vous pouvez le voir, la première session a été d'ordre général, la deuxième session a été dédiée au soir, la troisième et dernière session sera donc dédiée au matin. Là, il est 6h30 du matin, j'ai fini un petit peu tard hier soir au boulot, donc difficulté ce matin de me lever un petit peu, mais nous y sommes, nous sommes sur le terrain. Idéalement, il aurait fallu que nous soyons il y a une demi-heure sur le terrain pour bien bénéficier de tous les avantages de la brume et de tout ce que cela va nous apporter. Comme vous avez pu le constater sur ces quelques secondes d'introduction, la brume est bien présente sur ma petite partie d'herbe sèche. Donc l'effet sera des meilleurs sur tout ce que nous allons pouvoir trouver à photographier. Je vais vous prouver qu'il est inutile d'investir dans une bombe brumisatrice. Je vais donc vous prouver ici que tous ces artifices dont je vous ai parlé dans la première vidéo n'est absolument pas indispensable et que vous pouvez vous en passer. La nature vous l'offre sur un plateau. Après le générique, on va sur le terrain parce que là maintenant le soleil commence à bien se lever. La brume et donc la rosée ne va pas rester encore bien longtemps à nous attendre. Comme vous pouvez le constater, pour maximiser mes chances, puisque encore une fois je suis un petit peu en retard par rapport au soleil, je suis venu directement dans la zone d'ombre que m'apporte le petit bosquet derrière pour venir chercher directement les papillons et éventuels sujets que je pourrais photographier. Et là, bingo, j'ai tout de suite un premier demi-deuil qui se trouve ici à 1 mètre de moi. Je vais donc essayer de tirer le portrait et vous allez pouvoir le constater qu'il est assez embrumé. Je vais pouvoir avoir tout le temps à loisir pour pouvoir bien m'appliquer, lui tirer le portrait de manière le plus convenable possible et bien réfléchir à ma composition. Donc comme d'habitude, les réglages je ne vous les rappelle pas. Je me suis mis à f4 quand même, je vais quand même vous faire un petit topo rapide. F4 à 2 centièmes de seconde. Et puis là, je me suis mis directement à 400 ISO parce que je suis dans l'ombre et je vais voir ce que cela donne. Mais je vais très rapidement tomber à 200 voire 100 ISO. Alors voilà, vous voyez, typiquement, je n'ai pris aucune précaution pour approcher mon papillon. Il est toujours là, il est à moitié endormi. Comme je vous l'ai dit, le matin est propice à l'approche. Ils sont endormis, ils sont embrumés, vous avez tout loisir de vous approcher, de faire ce que vous avez à faire. Dès l'instant que vous le respectez, vous pouvez lui tirer le portrait autant de fois et tout le temps que vous le souhaitez. Comme vous pouvez le constater, j'ai un brin d'herbe qui est disgracieux sur ma composition. Je le prends, je le déplace et j'essaie de le caler sans le casser pour pouvoir faire la photo de mon papillon comme je l'entends. Et là, le soleil commence déjà à pointer le bout de son nez dans ma zone d'ombre. Bon, ce qui va m'apporter un petit peu cet effet perlé sur les photos. Mais tant que je n'ai pas réussi à faire cette mise au point sur l'œil de mon papillon, cela ne sert à rien du tout. Donc comme je vous ai dit, là, le soleil aidant, les 400 ISO maintenant sont trop forts. Je vais tomber mes ISO à 200. Et maintenant, je vais profiter du soleil et des perles de rosée sur mon papillon pour venir justement faire ces petits effets étincelants sur ma photo. Et donc là, vous pouvez le constater encore une fois que je manipule la végétation autour de mon papillon sans aucun problème. Il est complètement docile et il me laisse faire ce que je veux. Alors vous verrez, la composition n'est pas très heureuse puisque j'ai la tige de ma marguerite qui est plus que fanée, qui vient presque cacher la tête de mon papillon. Mais si je veux avoir le soleil qui tape dans les gouttes de rosée, j'ai pas d'autre solution que de venir comme ça. Ou alors je vais me déplacer un tout petit peu plus encore sur la gauche pour presque l'avoir de profil et bénéficier encore plus du soleil dans le champ de vision. Pour ce demi-deuil, j'ai un petit peu fait ce que j'avais envie de faire. Nous verrons sur l'ordinateur ce que cela donnera. Encore une fois, je vous mettrai des photos en guise d'exemple pour agrémenter la vidéo. Et je vais lui laisser prendre son bain de soleil et nous allons continuer de nous projeter dans la zone d'ombre pour essayer de trouver d'autres sujets
d'autres mises en valeur avec la rosée qui est bien présente ce matin et voir un petit peu ce que nous pouvons trouver pour faire de belles photos avec des belles perles de rosée. Alors ici, encore grosso modo à 1 mètre de moi, j'ai un autre demi-deuil qui lui a l'air un petit peu de se réveiller. Il vient de bouger les ailes. Je vais donc essayer de m'approcher parce que le soleil commence déjà à être bien haut. La température commence à bien remonter. Certes, le point de rosée, là, il est bien présent. Il y a beaucoup de rosée ce matin. Mais vu que je suis un petit peu en retard sur le soleil, qu'il monte bien maintenant à cette heure-ci, parce qu'il est déjà presque 7 heures ce matin, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis sur le terrain. Maintenant, il suffit plus trop d'attendre, il faut se méfier, il faut respecter les papillons, il ne faut pas trop les déranger. Donc je vais essayer de m'approcher et puis de lui tirer le portrait. Alors toujours pareil, hein, au niveau des réglages, là je suis tombé au 125e de seconde. Je suis toujours à F4 pour 200 ISO. Alors toujours pareil, hein, je me sers bien de ma loupe pour essayer de chercher la meilleure mise au point possible. Et je peaufine ma composition à la prise de vue. Cela m'évitera de perdre du temps au développement. À présent, je tombe mon ouverture F de 8. Je vais toujours chercher ma loupe. Et maintenant, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Comme vous pouvez le voir, je vais bouger un brin d'herbe un petit peu gênant. J'essaye de déranger le minimum le papillon. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop petit ou si c'est les herbes qui sont trop grandes. Mais j'ai un peu de mal à trouver ma position ce matin pour faire des compositions agréables. Je ne reviendrai pas avec vous sur ce que j'ai expliqué sur les 2 autres vidéos, hein. L'effet de la plongée ou de la contre-plongée et son impact sur le bokeh. Je vous laisse aller voir les autres vidéos que j'ai fait pour ça. Mais là, avec ce demi-deuil, je galère un petit peu ce matin, j'arrive pas trop à faire ce que je veux. Alors il faut s'adapter à toutes les situations en permanence. Comme vous pouvez le voir ici, je ne me sers pas de trépied, encore une fois, je ne me sers pas de monopode non plus. Donc je vais utiliser mon sac à dos comme appui pour venir me mettre à hauteur de mon papillon. Alors là par contre vous me direz, en règle photographique, le contre-jour est quand même quelque chose un petit peu à éviter, voire à proscrire. Mais là je suis en plein contre-jour puisque le soleil est donc devant moi, caché derrière le bosquet là-bas, ce qui a donc pour effet sur mon papillon que la face du papillon que je photographie est donc dans l'ombre. C'est un défi supplémentaire pour la mise au point photographique, surtout en manuel. Et là, je vous invite à vraiment vous exercer sur le sujet parce que en photographie macro, c'est quelque chose qui peut avoir son charme et qui peut avoir un impact assez intéressant sur le résultat final de vos photos. Là, je vais attendre un petit peu que le soleil sorte de derrière les arbres pour pouvoir justement densifier cet effet de contre-jour, essayer de choper un petit peu ces éclats perlés sur le demi-deuil qui est devant moi. Je vais donc en profiter pour faire un petit point sur ce qui est la rosée. Tout le monde sait ce qu'est la rosée, hein, c'est la condensation de l'humidité dans l'air qui se dépose sur la végétation ou sur les animaux qui sont au sol. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Par contre, ce que je vais aborder avec vous, c'est lorsque vous voulez faire des photos justement avec cette rosée. Lorsque vous allez sur vos applications météorologiques, il y a sur certaines applications ce que l'on appelle le point de rosée. Et c'est ce qu'il faut que vous regardiez. Parce que ce point de rosée va vous définir si oui ou non, lorsque le lendemain matin vous allez aller sur le terrain, il va y avoir présence de rosée ou non. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ce point de rosée?
Alors techniquement parlant, le point de rosée ou la température de rosée, c'est la température à partir de laquelle de la rosée va se déposer au sol. Alors c'est un petit peu technique, mais sachez que en dessous de cette température, vous trouverez de la rosée. Au-dessus de cette température, vous ne trouverez plus de rosée au sol. C'est-à-dire que si vous regardez sur une application et que cette application vous dit le point de rosée sera à 15 degrés, sachez que si vous faites une sortie et qu'il fait 12 degrés, vous aurez de la rosée. S'il fait 16 degrés, vous commencerez à ne plus avoir de rosée parce qu'elle se sera évaporée. C'est un indice très important, surtout pour la photo macro et pour la photo macro avec de la rosée bien évidemment, puisque le thème de cette vidéo était aussi de faire un petit peu de la photo avec de la rosée. J'en reviens sur ce que je vous ai dit lors de la première vidéo et quant au respect de la végétation et de la nature qui vous entoure. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai pris mes aises, je me suis posé à deux endroits bien distincts, j'ai bien écrasé l'herbe sous moi, j'ai cherché ma position. Les puristes diront tu t'es pas privé, tu as bien saccagé le terrain. Vous remarquerez une chose, c'est que dans ma position, j'ai effectivement aplati l'herbe, je ne l'ai pas écrasé, puisque je n'y suis pas allé comme un bourrin, j'ai avancé tout doucement, j'ai couché l'herbe sur mon passage, je ne l'ai pas cassé, j'ai essayé de la coucher du mieux que je pouvais en avançant d'une manière très particulière avec mes pieds, évidemment, parce qu'on n'avance pas avec ses mains, on pourrait. Et lorsque j'ai trouvé potentiellement une position qui me plaît pour un cadrage, comme vous pouvez le voir, je m'y tiens, j'y reste. Si le cadrage au final ne me plaît pas, je ne vais pas labourer tout le terrain autour du papillon pour aller prendre une photo. Là, non, vous avez vu que je reste sur le mètre carré et demi que j'ai aplati et je ne vais pas au-delà. Toujours dans ce respect un petit peu de l'environnement et surtout de l'habitat des papillons que je vais photographier. Il faut bien avoir à l'esprit que lorsque vous couchez l'herbe comme ceci, déjà il peut y avoir des insectes qui sont dessous et vous allez potentiellement les écraser. Mais deux, la végétation, elle, va mettre près d'une semaine pour se relever après ce que vous lui avez fait subir. Donc pendant une semaine, c'est potentiellement de l'habitat pour les insectes qu'ils n'auront pas à disposition pour se cacher des prédateurs ou pour se reproduire. J'en profite de cette petite interlude pour vous dire, comme d'habitude, abonnez-vous, likez mes vidéos si mon travail vous plaît, si mon travail répond aux questions que vous pouvez vous poser, notamment ici sur la macro. Adhérez à des offres de souscription si vous le souhaitez pour pouvoir progresser et acquérir des compétences en photographie avec mon aide à mon niveau. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Vous verrez dans quelques minutes dans cette vidéo, je vais vous mettre des petits extraits de vidéos que j'ai tournés hier lors de la préparation de cette vidéo, lorsque je suis venu à un repérage sur le terrain. Je vous ai mis des petites vidéos, des petites séquences où j'ai mis l'objectif macro sur la 7S III et j'ai tourné quelques séquences vidéo avec notamment un flambé que j'ai réussi à trouver hier mais que ce matin je n'ai pas réussi à trouver, donc je n'ai pas encore trouvé son lieu de repos, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de lieu de repos, je vous invite très fortement aussi à ce niveau-là à acquérir des connaissances quant à l'habitat de vos papillons, notamment, puisqu'ici nous photographions des papillons, et leur lieu de repos. Sachez que pour certaines espèces, ils privilégient des lieux de repos plus que d'autres. Notamment, vous pouvez voir que les demi-deuils ici que nous avons photographiés ce matin ont plus tendance à venir se poser sur des marguerites plus ou moins fanées pour se reposer la nuit. Les gazés, eux, vont préférer des espèces de fleurs un peu plus vivantes. Et les azurés, eux, vont préférer plus des tiges d'herbes sèches pour venir se poser la nuit. Enfin, pour venir se poser pour la nuit. Donc, apprenez à connaître les habitudes de vos papillons, de vos insectes. Et lorsque vous allez venir le matin pour les photographier ici à la rosée, vous saurez déjà où vous devez aller et quel type de végétation vous devez chercher en priorité pour trouver les espèces que vous voulez photographier. La photo de macro, ce n'est pas que de la photo. Il faut connaître un petit peu les us et coutumes de son sujet, comme d'habitude. Comme je l'ai toujours dit lors des premières vidéos que j'ai tournées sur la chaîne, notamment pour le martin pêcheur,
avant de partir en reportage photo, il faut se renseigner, il faut étudier son sujet afin de le connaître au mieux et de mieux appréhender les lieux où vous allez le trouver. Dernier petit conseil, donc par rapport à cette fois aux photos, on va dire un petit peu embrumées, eh bien utilisez la végétation encore une fois, comme je vous ai expliqué la dernière fois. N'hésitez pas à mettre de la végétation entre votre sujet et l'objectif. Vous verrez que de toute manière, vous pourrez faire la mise au point sur votre sujet sans problème. Je vous mets encore une fois des photos de démonstration. Le demi-deuil qui est là-bas, j'ai réussi à faire ce genre de photo. En mettant cette végétation entre le demi-deuil et mon appareil photo, j'ai réussi à faire ceci. Donc vous voyez, il est inutile d'investir dans des artefacts ou dans des accessoires divers et variés pour pouvoir faire de la pseudo-photo. Ça sert à rien, la nature vous l'offre encore une fois. Utilisez ce que la nature vous offre et vous verrez que vous ferez de plus belles photos et vous ne vous prendrez pas la tête à essayer de faire des mises en scène. À l'aide de cette petite libellule qui doit être une demoiselle, je vais essayer de vous simuler le bokeh. Ici je suis à F8 et je vais diminuer mon ouverture de manière à vous simuler éventuellement le bokeh que je pourrais avoir dans des valeurs inférieures. Ici F4. Et ici F de 8. Maintenant je vais essayer de me rapprocher. Alors la petite brise qui vient de se lever n'arrange pas du tout mes affaires, comme vous pouvez le constater. J'ai énormément de difficultés à garder la mise au point sur les yeux de ma libellule. Mais ici je suis à F de 8 donc. À présent je vais F4. Voilà, je suis à F4. F5, 6. Et F8. Donc vous voyez, entre F de 8 et F8, mon bokeh s'est quand même nettement arrangé. Ma profondeur de champ a grandement augmenté. Mais l'un au détriment de l'autre. Toujours. Il en va toujours ainsi. Quel que soit le bokeh que vous allez choisir, ce sera au détriment de la profondeur de champ. Et quelle que soit la profondeur de champ que vous allez choisir, ce sera au détriment du bokeh. Alors ici, nous avons un magnifique flambé que j'ai fait fuir il y a quelques instants. Et il s'est posé les ailes au soleil pour se chauffer de la nuit qu'il vient de passer dehors. Alors là, vous remarquerez que maintenant à 7 h, parce qu'il est presque 8h30 du matin, les animaux sont hyper actifs. La moindre chose qui les effraie les font s'envoler. Il faut donc jouer de prudence et faire très attention, parce que là, ils ne sont plus tétanisés ni par le froid, ni par la rosée. Ils sont prêts à fuir au moindre mouvement suspect. Donc je vais essayer de m'approcher tout doucement de ce petit flambé et de refaire une simulation de profondeur de champ et de bokeh, afin de bien vous montrer l'impact lié entre les deux. Donc là, j'essaye de m'approcher avec la plus grande prudence et les plus grandes précautions.
Alors ma position n'est pas du tout adaptée pour la prise de vue de ce flambé, puisque je suis en contre-plongée. Et comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan est quand même bien bleu, puisque nous ne voyons quasiment que le ciel. Je vais essayer encore une fois de modifier mon angle d'approche afin de vous offrir la meilleure des vues sur ce magnifique flambé. Comme je vous le disais sur la précédente vidéo, n'hésitez pas à mettre de la végétation entre vous et votre sujet, ou autrement dit, entre l'objectif et votre sujet, afin de donner ce ton un petit peu brumeux. Là, vous ne le voyez pas, mais vous le distinguez, il y a un petit peu d'herbe entre le papillon et moi, ce qui permet d'avoir un petit peu ces reflets brumeux. Donc là, vous voyez, je suis f de 8. Et l'autofocus un petit peu jongle entre les ailes et les yeux du papillon. Donc cela a l'avantage de vous apporter l'indication de la profondeur de champ et du bokeh. Donc maintenant, je vais monter tout doucement à f8 pour que vous voyez un petit peu la différence. F4. F5, 6. Et F8. Donc là, vous voyez, on a une très nette augmentation de la profondeur de champ, mais au détriment du bokeh. Si je devais prendre une photo, je serais plus aux alentours de ce bokeh là, par exemple, même si la composition n'est pas très heureuse et le rendu final ne me plaît pas du tout. Et pour ça, il faudrait que je m'approche un peu plus du papillon et je perdrais un petit peu en qualité. Donc je vais essayer de voir différemment, de composer différemment. Donc ici, potentiellement, j'ai une composition qui me plaît plus, qui est plus dans ce que j'en cherche. Mais ce n'est pas encore parfait puisque l'arrière-plan est quand même bien brouillon, il y a beaucoup de végétation. Et je n'arrive pas à l'effacer puisque mon papillon est beaucoup trop près de la végétation d'arrière-plan. Et quelle que soit l'ouverture que j'utiliserai, au pire, j'accentierai la présence de végétation au détriment de la photo et au détriment de la valeur un petit peu artistique de la photo. Alors même si ce papillon est magnifique, il est sublime, je ne vais pas pouvoir en tirer une photo, on va dire, artistiquement correcte. Et si je prends évidemment du recul par rapport à mon papillon, c'est pire, les choses s'empirent, bien évidemment. Pour ceux qui auraient des lacunes à ce niveau-là, je vous renvoie à la vidéo expliquant le bokeh et comment l'obtenir. Alors, ultime tentative, je vais essayer de m'approcher pour avoir vraiment un gros plan de mon papillon. Et vous voyez que même en m'approchant, c'est très compliqué d'avoir une photo digne de ce nom. Alors cette fois, même exercice avec ce petit azuré. J'essaierai de vous trouver la marque et le modèle si ça vous intéresse. Donc là, je suis à F8. J'ai mon sujet qui est bien détaché de mon arrière-plan. Comme vous pouvez le constater, enfin, comme vous pouvez essayer de le voir, parce qu'avec la brise, c'est pas évident du tout, là, ça devient compliqué. Mais mon sujet est vraiment à plusieurs centimètres de l'arrière-plan. Alors voilà, l'exemple typique de ce que j'aime photographier. De la végétation entre mon sujet et l'objectif. Ce qui donne un petit peu ces franges, ces nuances. Pour moi, c'est très doux, très beau. Et maintenant, je vais donc essayer de changer mon ouverture et d'impacter mon bokeh. Là, je suis à F8.
F5-6. F4. Et là, je commence à avoir quelque chose que j'affectionne particulièrement. Vous voyez ce bokeh qui est de plus en plus harmonieux, de plus en plus diffus. Et je vais pousser le vis à descendre à 2,8. Voilà, 2,8. Et là, c'est tout à fait ce que j'apprécie, ce que j'affectionne. Même si mon image est un petit peu cramée, je vais accélérer ma prise de vue pour pas. Voilà. Alors normalement, je ne devrais pas accélérer la prise de vue, mais dans un souci d'apport de lumière, voilà, là je suis vraiment dans ce que j'affectionne et le type de bokeh que j'aime travailler. Encore une fois, la mise au point avec la brise, c'est pas du tout évident. F2.8 donc, et je vais remonter à F8 pour vous montrer la différence. F4. F5-6. Et F8. Vous voyez, chose pour moi, F8 qui n'est pas du tout de mon goût. C'est vraiment confus, c'est vraiment diffus, c'est vraiment un petit peu brouillon. Et si je retombe à F4, en accélérant la vitesse de prise de vue, je retombe sur des bokehs que j'affectionne. F8. Voilà pour vous donner un ordre d'idée de l'impact de l'ouverture sur le bokeh et sur la profondeur de champ. Alors maintenant, je vais essayer de m'approcher un petit peu de cet azuré pour vous montrer si j'efface une grande partie de la végétation qui est entre nous, vous donner aussi l'impact que cela va avoir sur cette photo finale. Bon, en l'occurrence, ici, nous sommes sur de la vidéo, mais j'essaierai d'extraire des fichiers fixes de manière à vous montrer en photo ce que cela pourra donner. Donc je m'approche tout doucement. Voilà, j'ai effacé un maximum de végétation. Alors certains puristes vous diront oui mais la composition, il a la tête en bas, il fait ci, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, je m'en moque. Je fais ce qui me plaît, comme ça me plaît et comme j'ai envie de le faire. Encore une fois, le but de la photo c'est de se faire plaisir, d'en prendre plein les yeux, de regarder ce que la nature nous offre et d'en profiter un maximum. Pour les plus curieux d'entre vous, je suis ici dans ce qu'on appelle une composition en spirale, puisque j'ai mis, enfin j'essaye avec la brise, c'est pas évident, mais j'essaye de mettre la tête de mon papillon sur un départ de la spirale du nombre d'or. Et ici, ce serait sur le coin. Oh, c'est pas évident. Ce serait sur le coin en bas à gauche. Si je me mettais sur la règle des tiers, je serais plus comme ceci. Voilà.
là je serai en composition plus règle des tiers. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais règle des tiers, spirale du nombre d'or. Je me remets règle des tiers. Voilà, règle des tiers, spirale du nombre d'or. Vous voyez, c'est pas grand chose encore une fois, mais je trouve que cela change énormément l'impact de la photo sur le résultat final. Je vais essayer encore de m'approcher. Voilà, avec la brise, ça devient très compliqué d'effectuer une composition digne de ce nom et de garder le point net. Alors le papillon s'étant envolé, j'ai repris la chasse. Il s'est déplacé d'une cinquantaine de centimètres, donc j'ai avancé en rampant d'une cinquantaine de centimètres moi aussi. Vous voyez, là j'ai plein de végétation entre lui et moi. La mise au point est un petit peu hasardeuse, mais la composition pour moi est du plus bel effet. Maintenant je suis à 2,8, je vais monter à 4. Voilà, F4. Et vous voyez, à partir de F4, je trouve que c'est un peu trop. Alors si je monte à F8, vous allez voir. Voilà, F8. D'ailleurs, l'objectif, l'autofocus de l'objectif perd la mise au point. Alors qu'à 2,8, il l'avait bien. Et comme vous pouvez le constater, là, à F8, il y a énormément de végétation entre le papillon et moi. À tel point que j'arrive pas à retrouver la mise au point sur le papillon. Je vais encore essayer de m'approcher un petit peu. Voilà. Alors là, dans cette situation, ce que je fais, comme vous pouvez le constater, c'est que je viens faire la mise au point sur l'aile de mon papillon. Et une fois qu'il m'a fait la mise au point, je distingue mieux l'œil. Donc, je me décale un tout petit peu. Et je vais essayer d'aller chercher l'œil de mon papillon. Alors, si l'autofocus n'y arrive pas, comme je vous ai dit, on se met en manuel. Et on va chercher la mise au point en manuel. Là, je suis en autofocus pour la vidéo, évidemment, parce que sinon, ça serait compliqué. Mais je vous rappelle qu'à 90% du temps en photo, je suis en mise au point manuelle. Donc là j'ai la netteté sur l'œil de mon papillon, je suis à F8, je vais tomber à F4. Voilà, je suis à F4. Voilà, vous voyez la composition qui un petit peu s'embellit. Je vais rester à F4 et je vais continuer de m'avancer un tout petit peu. Et là, il ne me laisse pas m'avancer, il s'est sauvé, le coquin. Tant pis. Nous arrivons donc ainsi au terme de cette trilogie dédiée à la macro. Comme vous avez pu le constater dans cette troisième vidéo, je n'ai utilisé aucun artifice, uniquement ce que la nature m'a offert. C'est-à-dire que la rosée que vous avez vue sur les insectes est naturelle à 100%, la brume que vous avez vue sur certaines compositions ou sur certaines vidéos est réalisée 100% naturellement. Je me suis juste servi de la végétation pour apporter un petit peu cet effet brumeux ou non à mes photos. Maintenant, vous avez vu un petit peu comment nous pouvons faire ce qu'il est possible de faire et comment cela est réalisable. Pour ceux qui utilisaient des artifices tels que brumisateurs, sécateurs, etc., laissez tomber s'il vous plaît. Hein. Vous avez vu qu'on peut très bien arriver à faire des choses sympathiques, agréables à regarder, sans avoir à recourir à aucun artifice. Si mon travail vous intéresse, eh bien, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo, je vous invite à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Et si vous souhaitez progresser en photographie et à mes côtés, je vous invite à opter pour une souscription à la chaîne et ainsi choisir un degré de souscription pour pouvoir progresser en photographie avec mon aide et mes conseils. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout au long de ces 3 vidéos, laissez libre cours à votre imagination, faites des recherches sur internet, regardez un petit peu ce qui peut se faire, comment cela peut se composer, comment créer des photographies agréables à regarder, tout en ayant à l'esprit que c'est votre travail qui doit primer sur le reste. Par contre, vous avez pu constater qu'effectivement, lorsque la brise se lève et que le vent se lève un petit peu, il devient très compliqué de faire de la macro, surtout à main levée et sans autofocus. Alors, comme vous avez pu le constater sur les petites vidéos de démonstration que je vous ai faites, l'autofocus était activé. Encore une fois, c'est parce que c'est des vidéos et que pour ce faire, l'autofocus doit être activé pour que vous ayez à l'œil toujours une image plus ou moins nette, ce qui n'a pas été forcément le cas et évident à réaliser tout au long de ces petites vidéos de démonstration. Adaptez votre vitesse à la prise de vue et à la scène que vous voulez faire. Réfléchissez bien au triangle d'exposition que vous voulez mettre en œuvre pour réaliser votre propre travail et vos propres photos. Ayez à l'esprit bokeh. Qui dit bokeh, ouverture. Quelle ouverture je dois prendre pour réaliser tel ou tel bokeh. Mais attention, avec ce bokeh là, je vais l'obtenir au détriment de la profondeur de champ. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la profondeur de champ que le bokeh? Là, encore une fois, je vous laisse libre cours à votre imagination et à vos réflexions. Par contre, pour la vitesse, eh bien, vous avez vu que la vitesse, elle dépend grandement de l'environnement qui vous entoure, c'est le cas de le dire. Là, vous avez vu que sur cette vidéo que j'ai réalisée sur 2 jours, il y a une journée où il y avait un petit peu de brise, alors que la première journée, il n'y avait pas forcément de brise. Dans ce cadre-là, effectivement, il va falloir travailler à des vitesses de prise de vue un petit peu plus importantes que l'on pourrait se dispenser en cas d'absence de vent. En ce qui concerne les ISO, eh bien, je vous répète, les ISO, je ne dépasse jamais les 400 ISO. Dans de très rares cas, lorsque je veux vraiment effectuer une prise de vue sur une photo qui me tient à cœur et que je trouve magnifique, je vais monter à 800 ISO, mais c'est des cas qui sont vraiment très rares et sporadiques. Attention à vos ISO, faites-y hyper gaffe. Encore une fois, si vous montez trop dans les ISO, cela va être au détriment de la texture, du détail et de la qualité de vos photos. Sachez que les ISO, malgré tout ce que je vous ai dit sur toutes les vidéos, les ISO ne sont pas vos copains. Les ISO sont le pire ennemi du photographe. Donc attention à cela, traitez vos ISO avec respect et sachez que le résultat final sera impacté directement avec les ISO que vous aurez choisis. Nous allons rester là pour cette vidéo. Évidemment, je ferai d'autres vidéos sur la macro. J'essaierai un petit peu d'obtenir des bonnettes, des bagues à longe, des lentilles close-up. Je contacterai Nissi, savoir s'ils veulent bien me prêter une lentille close-up pour faire le test de ce genre d'accessoires et voir le rendu sur le terrain. Ceci dit, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à très bientôt.